Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une oubliée de l'histoire qui personnellement me fascine. Il s'agit de Madeleine Vionnet dont les heures de gloire se situent dans les années 20 et les années 30. La petite Madeleine, née dans le Loiret en 1876, c'est une élève brillante, elle est promise à un bel avenir, mais le sort en décide autrement. Elle va devenir apprentie dans une maison de couture d'une connaissance de son père à l'âge de 11 ans et demi. Son rêve d'études s'éloigne, mais pour autant, Madeleine Vionnet va tirer parti de cette infortune en se jetant corps et âme dans le métier de la couture, celui de la main qui va finir par la fasciner, la passionner. Tout au long de sa carrière, elle va allier géométrie et fluidité pour donner vie à des chefs-d'œuvre intemporels. En 1894, elle part en Angleterre pour quelques années et là-bas elle apprendra la langue mais également le travail de la lingerie auprès de Kate Riley, une maison de couture renommée. En 1900, elle revient à Paris et va travailler chez les sœurs Callot en tant que première d'atelier. Puis en 1906, elle part comme modéliste chez Jacques Doucet, un des grands couturiers de l'époque. Elle va créer des modèles et laisser libre cours à sa vision plus libre et respectueuse de la femme, c'est-à-dire ni gaine ni corset. Cela sera mal perçu, à tel point que certaines vendeuses ne voudront pas montrer ses modèles. Elle décide alors d'ouvrir sa propre maison de couture en 1912 au premier étage du 222 rue de Rivoli. En 1914, elle va fermer sa maison de couture et ce pendant toutes les années de la Première Guerre mondiale. Elle part à Rome où elle fait le plein d'inspiration. Les sculptures, l'architecture, les mosaïques, tout ceci la fascine. Et ces inspirations d'ailleurs vont se noter dans son travail d'après-guerre. Mais ce culte pour l'Antiquité romaine, elle le développe très tôt, nous rappelle une de ses premières d'atelier qui nous confie qu'elle allait très souvent se plonger dans les sculptures antiques romaines au musée du Louvre. Et justement, ce goût pour l'antique va façonner tout son art. Il sera même exprimé jusque dans les détails de son logo. Celui-ci est créé en 1923 par l'artiste italien Tayat. On y voit un personnage chauve rappelant certaines sculptures futuristes italiennes. Il est debout sur une colonne ionique et porte devant lui une large étoffe avec un demi-cercle qui ressemble à un relief que l'on trouve à la Villa Ludovisi à Rome. Ce relief représente la naissance de Vénus. Avec ce logotype, on voit bien à quel point l'Antiquité est importante pour Madeleine Vionnet. Alors pourquoi cette fascination? Très certainement parce qu'à l'époque, la Grèce antique, c'est un petit peu l'idéal de la société. C'est la démocratie, la paix et la liberté. Et puis, le vêtement grec la passionne également. Cette étoffe qui n'est pas cousue, ces bouts de rectangles de tissu accrochés par des fibules sur les épaules, drapés et ceinturés de manière savante. En fait, tout est une question de géométrie. Elle est fascinée par une pièce de tissu plate qui ensuite devient une architecture à part entière. Elle disait d'ailleurs que les 4 bases de son école se résumaient par la proportion, le mouvement, l'équilibre et la vérité. On retrouve ces principes dans une de ses créations appelée la robe 4 mouchoirs. Créée en 1920, elle est uniquement faite à base de losanges de tissu. C'est une véritable pionnière en matière de création, elle est même surnommée la couturière des couturiers. Et ce qu'elle a inventé dans la manière d'approcher le vêtement aujourd'hui est compliqué à surpasser, il s'agit quasiment d'une sorte d'absolu. Elle travaillait sur un petit mannequin de bois d'à peu près 60 cm de haut sur lequel elle drapait ses robes. Une fois portées, les robes de Madeleine Vionnet semblent très simples, mais elles sont si complexes à revêtir qu'elles nécessitent la présence d'une femme de chambre. Elles ne pèsent que quelques grammes et s'enfilent par la tête. Aucun bouton, pas d'agrafe ni de fermeture à glissière, elles collent au corps par la seule magie de la couture. D'ailleurs, les coutures sont toujours dissimulées et il faut parfois des centaines d'heures d'assemblage pour confectionner à la main ces sortes d'épures qui semblent tout droit sorties de bas-reliefs antiques. Mais l'Euclide des couturières ne s'arrête pas là et sa célèbre innovation est ce que l'on appelle la coupe en biais, c'est-à-dire en diagonale plutôt que dans le droit fil. Couper le vêtement dans le droit fil, c'est couper dans le sens du tissage de l'étoffe. Cela présente l'intérêt de pouvoir définir les lignes d'un vêtement et de le structurer. La technique de la coupe en biais utilisée par Madame Vionnet était jusqu'alors réservée au col ou aux garnitures.
Grâce à ce procédé, le tissu devient extensible et il se drape plus harmonieusement sur le corps en s'ajustant mieux aux courbes. Les robes de Madeleine Vionnet s'apparentaient alors à une seconde peau. D'ailleurs, à ce propos, il existe une anecdote que raconte un certain Karl Lagerfeld. Un jour qu'il discutait avec une ancienne cliente de Madeleine Vionnet, il lui posa cette question: mais comment faites-vous pour porter ce genre de robe sans rien dessous? Et elle lui a répondu: bah rien, shaved and powdered, ce qui veut dire rien, rasé, poudré. Et c'est tout ce qu'on pouvait faire, conclut Karl Lagerfeld. Parlons maintenant d'un véritable objet de torture. Surprenant? Eh bien pas tant que ça. Vous connaissez sûrement le corset, et cet objet, cet attirail féminin était encore beaucoup porté à l'époque de Madeleine Vionnet par les femmes. Dans une interview de mars 1973, Madeleine Vionnet va qualifier le corset de chose orthopédique. Pour elle, c'est vraiment quelque chose qui s'apparente à la souffrance, et surtout, il défavorise le travail puisque le corps est rendu indisponible. Certains grands couturiers comme Paul Poiret retirent le corset mais le remplacent par la gaine, le soutien-gorge ou encore le porte-jartel. Gabrielle Chanel n'utilise pas non plus le corset, mais plutôt parce que ce n'est pas un élément d'habillage dont elle a eu l'habitude. Elle va s'inspirer de son univers, de ce qu'elle trouve pratique, et le corset n'en fait donc pas partie. Madeleine Vionnet est donc peut-être réellement la première grande couturière à ôter le corset de ses créations en pensant au bien-être orthopédique, médical et sanitaire de la femme. Elle participe réellement à la libération des corps. Par exemple, lorsqu'elle travaille chez Jacques Doucet, elle va faire défiler les mannequins pieds nus ou en sandales grecques. C'est une grande admiratrice des danseuses Isadora Duncan et Loie Fuller, qui inventent des danses totalement libres avec des jeux de drapés, une liberté de mouvement des corps, mais également une liberté des tissus. Et ça, en tant que technicienne, elle est fascinée. Elle passait d'ailleurs des heures à observer une simple pièce de tissu. Au fil des années, l'affaire s'agrandit. Et en 1922, la maison déménage au 50 avenue Montaigne, dans l'hôtel particulier de la Riboisière. Dans ce bâtiment historique, on y trouve les studios et le salon, centre névralgique où se présentent les collections. Tous les jours, il y a des présentations, entre 10 et 25 mannequins à demeure qui portent les vêtements à heure fixe pour les clients. En traversant la cour, on arrive sur ce qu'on appelle l'usine, c'est-à-dire les ateliers. Elle fait construire un magnifique bâtiment tout en verre et en fer, très moderne pour l'époque, qui ne fait pas moins de 8 étages. Et quand on sait que cet endroit va abriter jusqu'à 28 ateliers, on se dit que ce n'est pas trop. La construction de cet immeuble va l'aider à mener à bien sa vision avant-gardiste de son métier. Et effectivement, elle était à l'avant-garde de tout. Elle avait par exemple pensé à mettre des chaises plutôt que des tabourets pour ses ouvrières, et quand on travaille 13 heures par jour, croyez bien que ça fait une vraie différence. Il y avait un cabinet dentaire pour ses ouvrières et leurs familles, mais aussi une école où les apprentis apprenaient les nouvelles techniques de couture, mais également la grammaire et l'arithmétique. Il y avait une cantine, grande première, car normalement les ouvrières allaient déjeuner dans les parcs et squares alentours. Et là, attention, c'est l'instant je brille en société grâce à ma culture. Vous connaissez sûrement le terme de midinette. Eh bien sachez qu'il vient de cette période car les ouvrières et vendeuses des grandes maisons de couture parisiennes allaient donc souvent déjeuner dans les squares et dans les parcs, mais assez légèrement. Donc on disait faire la dinette et tout ça se faisait sur les coups de midi. Vous l'avez compris, midinette. Bref, tout cela pour vous dire que Madeleine Vionnet va même s'engager pour le droit de ses ouvrières en mettant en place le système des congés payés, des congés maternité, des congés maladie, et tout ceci avant 1936. D'ailleurs, lors de la grève de 1936, une de ses premières mains raconte que Madame Vionnet avait insisté pour que ses couturières fassent grève aussi, pour que les autres puissent également bénéficier des avantages qu'elles avaient déjà. Donc là, à part dire respect, je vois pas. Et puis, elle est également pionnière en matière de défense du droit intellectuel et artistique. Pour elle, la copie c'est un véritable fléau. Elle s'implique vraiment dans la défense de l'idée que la couture est un art. Elle va donc créer 2 associations dans cette idée. Les 2 se complètent, mais la plus importante voit le jour en 1923, il s'agit de la PAIS, qui veut dire Protection artistique des industries saisonnières. Le principal objectif est de protéger le droit de reproduction des modèles créés par les couturiers qui adhèrent à l'association. Elle va réussir à agréger ses collègues autour de cette lutte et à systématiser le dépôt des modèles sous forme d'albums de copyright.
C'est vraiment une chose exceptionnelle. Il s'agissait à chaque saison de faire photographier la totalité des vêtements produits sur les mannequins des maisons, de face, de dos et de profil. Les photos étaient ensuite consignées dans des albums qui étaient déposés avec un numéro de série, une date, ce qui permettait de prouver la propriété artistique et intellectuelle du modèle. Elle était consciente que son apport relevait d'un droit d'auteur comme les artistes et elle le manifestera clairement dans sa griffe. Vous savez, ce bout de tissu cousu à l'intérieur du vêtement qui donne le nom et la provenance du modèle. Eh bien, sa griffe à elle comportait 3 éléments. Il y avait déjà le logo de Tayat que vous avez vu tout à l'heure. Il y avait également sa signature autographe, donc faite à la main. Et surtout, il y avait son empreinte digitale. Ça, on peut dire qu'elle manquait pas d'idées. Alors, grande question, comment se fait-il que cette couturière soit complètement hors de nos radars aujourd'hui? Oubliée du grand public, c'est sûr, mais pas des grands couturiers comme Balenciaga, Alaya, Miyake ou Yamamoto. Ils la voient vraiment comme une technicienne, mais également une théoricienne de la mode. Yohji Yamamoto a d'ailleurs cette phrase qui résume le profond respect et l'humilité qu'il a pour la couturière. Je suis à la recherche de son ombre. Et c'est vrai que l'ombre, c'est ce qui pourrait définir assez bien la grande couturière finalement. Tout en discrétion, nous n'avons que quelques portraits. On peut peut-être expliquer l'oubli progressif par sa nature très discrète. Elle s'effaçait au profit de son travail. Elle était de nature modeste et indépendante et avait peut-être moins envie d'attirer les regards et les mondanités que d'autres grandes et grands couturiers de l'époque. Lorsque son bail pour sa maison de couture prend fin en 1939, elle décide de ne pas continuer et de fermer la maison. Elle ne veut pas céder ni son nom ni ses droits. En fait, elle refuse que la maison continue de vivre sans elle, ce qui va de pair avec l'idée que la création d'un vêtement est vraiment intrinsèque à son auteur. En gros, on ne peut pas faire du Vionnet sans Madeleine. La couturière meurt en 1975 à l'âge de 99 ans. Elle va passer sa retraite à donner des cours de biais à l'école Saint-Roch. C'est vraiment sa manière de rester impliquée dans le métier. Pour ce qui est de la suite, le nom est racheté en 1988. La maison est réinstallée en 1996 place Vendôme et en 2012, la femme d'affaires Goga Ashkenazi devient propriétaire de la marque Vionnet qui trouvera sa place du côté de la rue François 1er. Malheureusement, en 2018, la maison Vionnet Paris se déclarait en liquidation judiciaire volontaire afin de redéfinir son activité. Quoi qu'il en soit, le nom de Madeleine Vionnet a bien été oublié du grand public et ce, même si quelques personnes ont essayé de faire revivre sa maison. La disparition des mentalités des autres femmes créatrices comme les sœurs Callot, Madame Paquin, Maggie Rouf et tant d'autres encore, ça montre bien que l'artiste féminine au début du XXe siècle n'est pas encore vraiment reconnue. Et il est donc nécessaire d'essayer de réhabiliter cela aujourd'hui. Et c'est donc ainsi que je conclurai cet épisode. Donc n'hésitez pas à partager pour faire vivre le souvenir de Madeleine Vionnet et de toutes ces femmes oubliées de l'histoire. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, de mon côté, j'ai pris énormément de plaisir à vous faire découvrir cette grande dame de la couture. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode sera en ligne. D'ici là, je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode et vous dis à très bientôt.